Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de ce mardi 6 août. Dans la revue de cette semaine, je vous propose de revenir sur la 46e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO qui s'est tenue du 21 au 31 juillet à New Delhi en Inde. La session s'est achevée la semaine dernière avec l'inscription de 26 nouveaux biens culturels et naturels sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, dont 2 extensions de sites déjà inscrits, mais aussi avec la ratification par Nauru de la Convention du patrimoine mondial de 1972, Nauru qui est ainsi devenu le 196e État partie de la Convention. Ces nouvelles additions à la prestigieuse liste de l'UNESCO portent à 1223 le nombre total de biens inscrits dans 168 pays, liste à laquelle Taïwan manque en raison de son exclusion de l'Organisation des Nations Unies. Chaque ajout sur cette liste est pour les pays un objet de fierté nationale et permet une meilleure visibilité des sites inscrits, contribuant ainsi à leur renommée et au tourisme. Mais les inscriptions signifient aussi pour les gestionnaires des sites des nouvelles opportunités d'aide technique et financière de l'UNESCO pour s'occuper de ces sites, les restaurer, les protéger et les promouvoir. Et c'est aussi parfois une décision à teneur très politique et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Sur les nouveaux sites inscrits, on compte 20 biens culturels, 5 biens naturels et un site mixte, dont plusieurs se trouvent dans la région qui nous intéresse, la région Asie-Pacifique. Tout d'abord, le seul bien mixte à avoir été inscrit cette année est l'archipel des îles Marquises, un des 5 archipels de la Polynésie française qui a été enregistré sous son nouveau nom polynésien, Te Henua Enata. Selon le site de l'UNESCO, l'archipel des îles Marquises, où s'est développée une civilisation humaine arrivée par la mer autour de l'an 1000, est un point chaud de la biodiversité qui combine des écosystèmes marins et terrestres irremplaçables et exceptionnellement bien conservés. L'organisation a notamment reconnu que l'archipel abrite, je cite, « une flore rare et variée, une diversité d'espèces marines emblématiques et l'un des ensembles d'oiseaux marins les plus diversifiés du Pacifique Sud, ainsi que des sites archéologiques allant de structures monumentales en pierre sèche à des sculptures et gravures lithiques. » Intérêt naturel donc, mais aussi archéologique et historique, d'où la nature mixte de cette inscription. Sur la liste des biens culturels, un site indien a fait son apparition avec les Moïdam, un système de tertres funéraires de la dynastie Ahom, situé dans l'est de l'Assam, ou encore un site malaisien inscrit sous le nom de patrimoine archéologique de l'ensemble des grottes du parc national de Nia. Il s'agit d'un réseau de cavernes et de grottes reliées entre elles, situées près de la côte ouest de l'île de Bornéo. Toujours selon l'UNESCO, le site contient les plus anciennes traces connues de l'interaction entre les humains et les forêts tropicales, couvrant une période d'au moins 50 000 ans, avec des riches gisements archéologiques, des peintures rupestres préhistoriques et des sépultures en forme de bateaux qui témoignent de la vie biologique et humaine pendant cette période et contribuent de manière significative aux connaissances sur le développement, l'adaptation et la dispersion des humains en Asie du Sud-Est et dans le monde. Également, lors de cette 46e session, la Chine a vu plusieurs sites rejoindre la liste du patrimoine mondial avec l'inscription du Badain Jaran, tour de sable et lac, un site naturel qui se trouve sur le plateau d'Alashan dans la région désertique hyperaride et tempérée du nord-ouest de la Chine, un désert qui a comme particularité de présenter une densité élevée de mégadunes et de lacs interdunaires. Autre nouveauté pour les sites naturels chinois, l'extension significative de la surface de la réserve de biosphère de Tianmushan Tianliangfeng, près de la ville de Hangzhou, qui passe ainsi de 43 à 547 km² depuis sa désignation en 1996. Le site intègre donc désormais la réserve nationale de nature de Tianliangfeng. L'UNESCO a fait remarquer qu'il y a 20 ans, les villages de la province avaient décidé de déplacer leur focus économique de l'exploitation minière et de la fabrication de ciment vers des moyens de subsistance plus durables et que la majorité des habitants sont aujourd'hui engagés dans la production et la transformation de produits agricoles et forestiers tels que les noix, les pousses de bambou et le thé. L'organisation a notamment salué la signature d'accords de défense et de protection conjoints entre les autorités des réserves naturelles de la région et les provinces, villes et comtés adjacents afin de consolider les efforts de protection. Le sanctuaire d'oiseaux migrateurs le long du littoral de la mer Jaune et du golfe de Bohai de Chine a également vu sa phase 2 approuvée.
L'UNESCO a reconnu que la zone faisait partie du plus grand système de zones humides intertidales du monde et abritait des habitats essentiels et des aires de repos indispensables pour des millions d'oiseaux migrateurs de la voie de migration Asie de l'Est-Australasie. Et enfin, toujours en Chine, l'axe central de Beijing a été classé bien culturel pour son ensemble de constructions qui représente, je cite, l'ordre idéal de la capitale chinoise. Cet axe, qui est constitué d'anciens palais et jardins impériaux, de structures sacrificielles et d'édifices cérémoniels et publics, a été promu par la Chine pour ce qu'il témoigne, je cite, de l'évolution de la ville d'un système dynastique impérial à l'ère moderne et des traditions urbanistiques de la Chine. Mais le dossier le plus sensible de cette 46e session était sans conteste celui de la mine de Sado au Japon, un sujet de forte tension entre Tokyo et Séoul. Cette affaire avait déjà été traitée dans la revue Asie-Pacifique en juin dernier, lorsque le Conseil international des monuments et des sites, l'ICOMOS, qui dépend de l'UNESCO, avait décidé de différer l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO de la mine de Sado et avait demandé des documents supplémentaires pour poursuivre le traitement de la demande. Pour rappel, le site candidat, inscrit sous le nom de mine d'or de l'île de Sado, comporte plusieurs sites miniers situés sur cette île à 45 km au large de la ville de Niigata et est riche de 400 ans d'histoire. Sur la présentation officielle qu'en fait le site de l'UNESCO, on peut lire que le site est composé de plusieurs parties illustrant différentes méthodes d'exploitation minière non mécanisées. Mais l'histoire de cette mine est controversée et son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO a fait l'objet depuis plusieurs années d'une forte opposition de la part de la Corée du Sud, qui par ailleurs ne contestait pas la légitimité historique du site, mais plutôt l'absence de contexte et d'informations historiques dans les expositions et les panneaux d'information sur place, qui permettraient aux visiteurs d'avoir une vue globale de l'histoire du site, et notamment du travail forcé auquel ont été soumis entre 1500 et 2000 travailleurs coréens pendant la Seconde Guerre mondiale. En 2015, le Japon a déjà fait inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO le site de l'île Hashima, immense mine de charbon où les Coréens, des Chinois, des Taïwanais et des prisonniers de guerre américains ont été soumis au travail forcé dans des conditions épouvantables. Séoul s'était d'abord opposé à l'inscription du site sur la liste, mais avait donné son accord à condition que des panneaux informatifs sur le sort de ces travailleurs soient installés sur le site, accord que Tokyo n'a que partiellement respecté. Le sujet du travail forcé des travailleurs coréens déportés au Japon reste sensible entre Séoul et Tokyo, une frange négationniste du parti majoritaire au Japon, le LPD, niant ou minimisant les crimes de guerre commis par l'armée japonaise dans les pays et territoires colonisés ou occupés avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, en 2018, plusieurs grandes entreprises industrielles japonaises ont été condamnées par la justice sud-coréenne à verser des compensations aux victimes du travail forcé et à leurs familles, une affaire qui a empoisonné les relations bilatérales pendant plusieurs années. Depuis, et en particulier avec l'élection du Premier ministre sud-coréen Yoon Suk-yeol, partisan d'un rapprochement avec le Japon et d'une alliance avec les États-Unis face à la menace nord-coréenne, les relations entre Tokyo et Séoul se sont améliorées. Mais la Corée du Sud a tout de même fait campagne auprès du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO afin que la période moderne de l'histoire de la mine de Sado soit couverte dans les expositions du site et que l'ICOMOS le mentionne dans ses recommandations. Ce plaidoyer a porté ses fruits puisque l'ICOMOS a demandé dans sa recommandation d'enlever les zones développées massivement pendant la période Meiji et que des explications et des expositions couvrent l'entièreté de l'histoire des mines, notamment pendant la période Meiji et après. Or, le gouvernement japonais voulait se limiter à la période de l'ère Edo, c'est-à-dire de 1603 à 1868. La réunion du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui se réunissait à Delhi, devait donc approuver ou non l'inscription du site, sachant que toute approbation nécessite les 2/3 des votes des États membres du comité, même si ce dernier privilégie dans les faits le consensus. Et c'est là que le bât blesse pour l'opposition sud-coréenne, qui a vivement critiqué les négociations menées par la délégation sud-coréenne à la session de l'UNESCO. Car la Corée du Sud avait le pouvoir de faire davantage pression sur la délégation japonaise et de faire en sorte qu'elle s'engage à ce que le travail forcé des Coréens soit mentionné dans une exposition permanente sur le site minier. Or, le quotidien japonais Yomiuri Shimbun a récemment rapporté que les deux pays s'étaient mis d'accord pour ne pas parler de mobilisation forcée dans l'exposition. Le ministère des Affaires étrangères a nié le fait que Séoul avait accepté que l'expression travail forcé soit abandonnée des textes d'information de l'exposition, mais aucun détail sur les termes acceptés n'a été révélé et le Japon, quant à lui, a refusé de commenter. Le député sud-coréen du Parti démocrate, parti d'opposition, Park Chan-dao, a parlé de désastre diplomatique
Et le Premier ministre sud-coréen a été accusé d'être revenu sur la position sud-coréenne et d'avoir permis cette victoire diplomatique du Japon aux dépens de la mémoire des victimes coréennes de travail forcé dans la mine. Entre-temps, le 28 juillet, une exposition a été inaugurée au musée d'histoire d'Aikawa, à Sado, et là encore, le Yomiuri Shimbun affirme que le mot travail forcé n'est pas mentionné dans l'exposition, mais qu'on y parle de mobilisation, et que des explications sur les conditions de vie difficiles des travailleurs coréens ont été cependant ajoutées à l'exposition. En revanche, le Japon a accepté lors des négociations d'organiser une cérémonie annuelle de commémoration pour les travailleurs coréens, mais la teneur des propos et de ce qui sera présenté lors de cette cérémonie peut être modifiée de manière à ce que les faits historiques soient lissés et la crainte que le Japon ne reproduise ce qui se passe actuellement avec la mine de Hashima persiste bel et bien. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.